Voilà. Ça marche? On y Ça est? marche? T'es connecté? Marc est là, Ruben aussi, Charlotte, Catherine. Salut, bienvenue à tous. Bienvenue à la Cafette en Vie. Bienvenue Karine, Rachel. Donc, je vous présente mes cofondatrices. Euh, Bonjour. bonjour à tous. Bonsoir tout le monde. Salut à tous qui êtes Bonjour. Bonjour. là. Bonjour, bonjour. N'hésitez pas à vous présenter dans le chat, dire d'où vous vous connectez. Il y a des heureux parmi vous qui vont pouvoir monter sur scène et poser leurs questions à Marc en personne. Qu'est-ce que tu en penses, Ruben? C'est la folie? Ah ben là, on ne t'entend pas. Mais Bonjour, ça démarre toujours comme ça, j'adore, je suis un spécialiste. Je pense que les heures que j'ai dû perdre en mute, aujourd'hui, comptabilisées et mis bout à bout, on pourrait aller jusqu'à mars. Bienvenue à tout le monde. Merci beaucoup, Catherine, pour cette opportunité. Salut Marc, oui, salut Rachel. Salut, bonjour. on est content de te voir. Donc aussi, on est chez Envie, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. C'est normal, on vient juste de commencer. On est petit. Ruben, tu sais qui c'est, Envie? Tu peux nous dire? Ah bah bien sûr. Alors, tu me dis si mon pitch est bien ou pas. Mais pour moi, Envie, c'est l'école des TPE, PME, des freelances. En fait, tous ceux qui appartiennent pas au monde de la startup. C'est-à-dire que chez Envie, vous n'allez pas apprendre à lever des fonds, en fait. Vous allez dire bonjour à la liberté, à l'accomplissement de soi, à l'entrepreneuriat, au vrai entrepreneuriat qui compte pour plus de 90% des entreprises aujourd'hui. Et en fait, au travers de formations, de masterclass, d'interviews, des événements tout au long de l'année. Bref, avec Envie, vous allez pouvoir suivre un nouveau mouvement. Et donc, aujourd'hui, j'ai l'opportunité, grâce à Catherine, à qui j'ai volé son numéro sur Internet, de pouvoir présenter cette petite session aujourd'hui. C'était bien ou pas? C'était bien, c'était un peu loin. C'était bien, mais je crois qu'on t'applaudit quand même. Merci beaucoup, merci. Simplement, on est l'école des indépendants qui réussissent. Voilà. Et on a eu envie de donner l'opportunité, Marc, à des entrepreneurs de te poser des questions en direct. Merci de jouer le jeu. Ok. Donc, on va attaquer, quoi, j'ai envie de dire. C'est bon. Il y a des questions qui ont été, des personnes qu'on a déjà identifiées qui ont gagné le droit de te les poser. Si on a un peu de temps après, peut-être que certains parmi vous pourront aussi y aller. Quel suspense. Alors, Bon, allez, nous, on se cache. Salut les filles. Marc, pour ceux qui vivraient sur Mars, je t'ai fait une petite présentation. Ok. Marc Simoncini ou Marc Simoncini? Bah, Simoncini, parce que c'est un seul C. Eh ben, c'est Marc Simoncini. Pour ceux qui vivraient sur Mars depuis plus de 20 ans, Marc Simoncini, c'est le fondateur de la célèbre entreprise mythique du fonds d'investissement Jaina Capital. Il est également partenaire chez Daphne. Mais surtout, c'est aussi un jeune entrepreneur, comme beaucoup de personnes présentes aujourd'hui, parce que oui, depuis un tout petit peu plus de 5 ans, il a développé Angel, qui est le vélo tout équipé, connecté, polyvalent pour transformer la ville en terrain de jeu. Il est également jury et investisseur de la célèbre émission Qui veut être mon associé, aux côtés de la formidable Catherine Barba, qui est là aujourd'hui. C'était bien ou pas? Parfait. Non, mais c'est super. Je pense que là, je pense que les questionneurs, les personnes qui vont poser des questions à Marc, vous êtes prêts? Vous êtes prêts ou pas? Dites-nous dans le chat si vous êtes prêts, puis on attaque. Bravo. Première question. On peut accueillir Giuseppe. On a permis à quelques personnes triées et sélectionnées présentes dans l'audience aujourd'hui de pouvoir poser toutes vos questions sur l'entrepreneuriat à Marc. Donc, on va accueillir tout de suite Giuseppe. Est-ce que Giuseppe, tu peux lever la main pour qu'on puisse te sélectionner et activer ta caméra? Alors, je vais faire la voix off technique. Ici, c'est Michel. On n'a pas encore Giuseppe, mais je vois par exemple Charlie. Alors, ça vous va si on fait venir Charlie? Ah bah avec grand plaisir, c'est parti pour Charlie. Salut Charlie, bienvenue. Présente-toi et vas-y, pose ta question. J'espère qu'elle est assez difficile parce qu'il faut tout de suite attaquer difficile avec Marc. Je ne le vois pas, moi. Je vais avoir mal. Vous me voyez? Hey. Ça a l'air de fonctionner, super. Bonjour à tous, Super. bonjour Marc. Bonjour. Alors moi, la question, elle concerne justement directement les indépendants. On sait qu'il y a de plus en plus d'indépendants et je voulais savoir comment toi, tu voyais un petit peu ce mouvement et quels impacts ça aurait justement sur l'entrepreneuriat et sur le monde de l'entreprise. Waouh, mais ça, c'est une question d'ordre quasiment politique. Les indépendants, c'est des entrepreneurs, non, finalement? C'était des gens qui étaient peut-être des salariés au départ et qui ont décidé que leur liberté était un élément à prendre en compte dans leur vie et qui ont décidé, plutôt que d'être salariés, d'être indépendants. Hein. C'est un beau mot, je trouve. J'avais connu le ministre qui a créé ça. Comment il s'appelait Novelli.
Novelli, et qui avait avoué sur Europe 1, d'ailleurs, un matin où je faisais une interview avec lui, il avait cru bon d'avouer que sa fille avait rencontré son mari sur Mythique, ce qui lui avait valu des emmerdes avec sa fille. Bon, bref, au-delà d'avoir marié la fille d'un ministre, moi j'ai assisté quand même avec surprise au mouvement et au nombre d'indépendants qui se sont lancés en France dans les 10 dernières années, peut-être plus, je ne sais plus quand est-ce que ça a été créé. En tant qu'entrepreneur, c'est formidable parce que bah, ça c'est une ressource de travail motivée, autonome, libre, pas facile forcément à conserver, à garder. Mais quand on a les bons, c'est super. On peut créer des relations longues, des relations courtes. Il y a des pics de travail pendant des semaines et puis parfois ça se tasse. Donc c'est une relation qui est un peu différente d'un salarié et ça met un entrepreneur, le patron de la boîte, qui fait travailler l'auto-entrepreneur en face. Donc c'est une relation d'entrepreneur-entrepreneur. C'est forcément différent de la relation avec un salarié. Donc moi je suis assez emballé par l'engouement que ça a suscité. Après, je sais qu'il y a des problèmes de réglementation. On a eu des soucis, nous, parce qu'on avait trop d'auto-entrepreneurs. En fait, en l'occurrence, on avait très peu. Bon, c'est assez contrôlé, donc il faut faire quand même assez attention à la manière dont on travaille avec les gens. Mais en tout cas, dans l'esprit, et je répondrai que sur ce point-là, c'est formidable d'accéder à tout ce vivier de talent qui est plus facile à identifier que des salariés d'ailleurs, parce qu'il y a des sites, parce qu'il y a des écoles, parce qu'ils sont regroupés, parce qu'on les retrouve, parce que la relation est claire. Et encore une fois, c'est une relation d'entrepreneur à entrepreneur, et ça, c'est forcément plus facile. Super. Bah, merci. Super. Charlie, ça te va? Est-ce que tu es Parfait. satisfait Merci, de ta Catherine. réponse? Merci Parfait. d'être avec nous Merci ce soir. beaucoup. À bientôt. Salut. À bientôt, Charlie. On va accueillir maintenant Esther. Oh là là, Esther. Bonsoir Esther, est-ce Esther. que tu nous entends? Bonsoir, oui, je vous entends. Bonsoir, Esther. Bonsoir. Bienvenue. Bienvenue chez Envie. Merci, très content d'être ici et de poser ma question. Moi, ma question, c'est comment convaincre un prospect de nous faire confiance quand il n'a jamais entendu parler de nous? Ah bah, ça, c'est comme dans la vie. Faut jamais rater la première chance de faire bonne impression. Même digitalement, comment est-ce que on peut… Ça, c'est compliqué, hein, parce que si la prospection elle a lieu purement online, on perd l'aspect émotionnel, l'aspect physique de la première rencontre. C'est compliqué parce qu'on en reçoit des centaines de mails et se faire prospecter quand on donne des missions par mail, je trouve pas ça formidable. Moi, je trouve ça même assez compliqué. Donc, je pense qu'il y a des sites sur lesquels les gens peuvent se référencer avec justement leurs références, avec leur qualité, avec leur savoir-faire. Et c'est peut-être plus facile de se présenter à travers un site, à travers une plateforme, à travers une vidéo. Moi, si j'avais un conseil, je pense que vous le faites, donc ce n'est pas un conseil, hein, c'est plutôt un constat. Moi, je prospecterais beaucoup par vidéo. Quand on parle à la personne, même si on ne fait que l'écouter parce que la vidéo, elle est en push, c'est quand même plus sympa de parler à quelqu'un que d'avoir un email assez froid. On se demande si c'est réel, s'il y a quelqu'un derrière, si c'est pas une pub, si c'est pas du spam. Donc il y a quand même un a priori assez négatif, je trouve, avec l'email. Voilà. Après, il y a les réseaux sociaux, mais les réseaux sociaux, c'est pareil. Si vous recevez un mail, alors sur LinkedIn, on peut supposer que le mail est pro et c'est plutôt sympa d'aller le voir. Mais je bannirais tous les autres réseaux sociaux. Enfin, je veux dire, si on prospecte par Twitter ou en pire Instagram, je pense que ça, c'est un cauchemar. Mais voilà, je ne sais pas si ça se fait. Je sais que en l'occurrence, je sais que ça se fait, mais je pense que le meilleur moyen, c'est quand même de passer une petite vidéo sympa, souriante, avec une accroche, ça passe quand même beaucoup plus d'émotions qu'un mail. Et encore une fois, la première impression, elle est vitale. C'est quoi les choses dans un mail que tu reçois de prospection qui… vraiment les trucs à absolument pas faire, quoi, les mauvaises choses. Alors, le truc qui me rend dingue, c'est de mettre le lien. C'est super à la mode en ce moment. J'en ai encore reçu un il y a 5 minutes. Là, c'est de mettre un lien pour prendre un rendez-vous directement avec la personne. Merde, tout le monde le fait. Je fais une gaffe. Non, c'est pas ça, c'est que moi, j'en parle avec les pionniers d'Envie. Si vous êtes là, je dis, tu es demandeur de quelque chose et t'envoies un message à quelqu'un pour qu'il prenne rendez-vous avec toi. Mais gars, Ouais. c'est
moi qui demande, c'est toi. Ouais, alors c'est ça, c'est ce que je. Alors d'ailleurs, au moment où je vous dis ça, j'ai reçu justement quelqu'un qui prospecte. Alors il m'a envoyé, elle m'a envoyé un truc sur Vimeo, donc j'ai pas eu le temps de regarder la vidéo, mais enfin effectivement, il y a bien une vidéo. Par contre, le truc qui va pas, c'est le lien pour prendre rendez-vous dans l'agenda de l'entrepreneuse ou de l'auto-entrepreneur. Calendly. Calendly. Ah, Calendly, ouais. ouais. Bien connu, ça. Calendly, ça, c'est vraiment, vraiment casse-roulette. C'est hyper drôle d'entendre ça. C'est très, très drôle. Désolé, je ne sais pas qui a fait Calendly. Calendly. C'est certainement des gens formidables, mais moi, ça me. Non, non, c'est trop pushy. Et d'autres choses qui t'horripilent, il vaut mieux éviter si on a envie de prospecter, comme demande Esther. Alors, c'est les fautes d'orthographe. Par pitié, relisez les mails, quoi. Parce que recevoir un mail pour prendre un rendez-vous pour une mission avec 4 fautes, j'en ai tellement envoyé que maintenant, je ne peux plus supporter d'en recevoir. La taille idéale, c'est plutôt court, non? C'est pas la Ah tartine. ouais, plutôt court, toujours court. Faites court, c'est toujours trop long. Et alors, plutôt mail ou plutôt LinkedIn? Bah, mail ou LinkedIn, franchement. Par Instagram. Et puis un truc personnalisé, quoi. Il ne faut pas que le mail, j'ai l'impression qu'il y a 50 personnes qui ont reçu le même email, quoi. Il faut au moins se casser la tête à mettre salut Marc plutôt que salut, tu vois, par exemple. Bon, moi, je me dis, il s'est cassé la tête à mettre mon prénom, quoi. Et puis pas me parler d'un truc super générique. Si la personne sait ce que je fais, sait ce dont je peux avoir besoin, faire au moins l'effort de parler de ce sujet-là, quoi. Pas de me parler d'un truc complètement générique qui pourrait s'adresser autant à quelqu'un d'Airbus que de Casino ou Dieu sait qui. Quelqu'un qui te relance genre 2-3 fois, tu trouves ça pénible ou tu penses que c'est plutôt un gage de motivation? Bah, jusqu'à 2-3 fois, je pense que c'est plutôt un gage de motivation. Au-delà, c'est de l'acharnement thérapeutique, quoi. Et après, je pense que c'est contre-productif, quoi. Franchement, relancez pas les gens plus de 3 fois, quoi. S'ils répondent pas, c'est qu'ils ont des raisons, ils ont leurs propres soucis, quoi, aussi. Hein. Bon, ben voilà. Esther, j'espère que tu repars avec quelques bonnes pratiques. Plein de conseils. Oui. Ma question, c'était aussi sur combien de fois on relance. Donc, très bien, super. Je dis ça au feeling, hein, au feeling. Ouais, franchement, 3 fois, super. Je pense que c'est un grand max. Merci. Salut. Merci Esther. On va accueillir maintenant Azem. Azem, est-ce que tu es là? Where is Azem? Allô, la régie? Azem. Ah. Azem est là. Venir poser une question en direct à Marc Simoncini, moi, si j'avais eu cette chance. Ah, c'est pas tous les jours. Hein. Non. Bonsoir, Azem. Ça va? Bonsoir. Merci. Bonsoir. Ça fait plaisir d'être ici. Merci à Catherine et à Marc d'être ici. Alors, Marc, j'ai une question. Je sais que tu as beaucoup de choses, tu as beaucoup d'expérience. Je suis sûr que tu as beaucoup de choses à enseigner. Mais si tu devais enseigner l'habitude à tes enfants, ce serait quoi? Excuse-moi, ça a coupé. Si tu devais enseigner qu'une seule habitude à ton fils ou à tes enfants, ce serait quoi? C'est de poser le plus. Ce serait de poser le plus souvent possible la question pourquoi. D'être curieux. Quelqu'un qui ne dit pas pourquoi 10 fois dans la journée, c'est que pour moi, il n'est pas assez curieux, quoi. Il y a 1 million d'occasions dans une journée de demander pourquoi. Pourquoi ça, pourquoi ci, pourquoi, comment, ou comment, hein, c'est pareil, mais d'être curieux et d'essayer de comprendre le monde qui nous entoure, les choses qu'il voit. Je sais pas, tu vois passer un tweet, tu lis un journal, tu vois un article, il y a 2000 occasions de se poser des questions sur ce que tu viens de lire, sur ce que tu viens d'entendre, sur ce qu'on vient de te dire. Et je pense que c'est la principale qualité d'un entrepreneur, donc probablement d'un auto-entrepreneur, puisque je fais aucune différence, hein, pour moi, c'est pareil. Et je suis toujours très, très méfiant vis-à-vis des gens qui ne sont pas curieux. Tu crois que ça se muscle, la curiosité? Ouais, je te dis ça parce que je n'ai pas l'habitude et je ne le fais pas. Je n'ai jamais la question d'après. On ne m'a pas appris à le faire, je n'ai jamais su le faire. Et je trouve que c'est un énorme défaut. Donc, je ne voudrais pas que mes gosses aient le même. Et oui, ça s'apprend parce que si on m'avait appris à poser la question d'après, j'aurais certainement réussi à le faire. Et je vois les limites que ça génère vis-à-vis de moi. Donc, je me dis, voilà, si je devais apprendre quelque chose à un enfant, d'ailleurs, je leur ai appris,
m'ont cassé les pieds avec leurs questions là, tout le temps. Mais je préfère quelqu'un qui me pose 10 fois une question plutôt que quelqu'un qui ne va pas au-delà de ça, quoi. Tu sens que des Bon, fois, voilà. il y a des moments où tu n'as pas été assez curieux? Bah, moi, j'étais curieux dans mon coin, c'est-à-dire que je me posais plein de questions, mais j'ai trouvé les réponses tout seul. Alors, parfois, j'avais la bonne, parfois, j'avais pas la mauvaise. Je me suis forgé forcément des convictions qui étaient erronées, hein, parce que j'étais dans mon coin. Mais si on a la chance d'être entouré par quelqu'un qui peut répondre à la question pourquoi, où, comment ça marche, comment ça se fait que, je trouve que c'est une des principales qualités qu'on doit avoir pour faire ce métier. Ok, donc pourquoi aux autres, pas forcément se demander. Bah, si tu te le demandes à toi, bah, va chercher la réponse. Si tu dis comment ça marche une bagnole et que tu dis bah, je sais pas, c'est un peu con. On va te débrouiller pour savoir comment ça marche. Ouais, en tout cas, la curiosité, c'est vrai. Curiosité, ouais. Curiosité. Merci Azem d'être venu avec nous. Hein. C'est très bon Merci ça. Azem. Vite, question suivante, comme ça on en aura plein, c'est canon. Wow. On va accueillir Idriss. Idriss, es-tu là? Bonsoir Idriss. Merci d'être avec nous, merci d'être chez Envie. Salut. Ah, mais on dirait un peu Ruben. Ah ouais, c'est les mêmes. J'ai voulu copier, j'avais pas la casquette de base, j'ai vu Ruben avec, je me suis dit go. Ah ouais. Ça, c'est parce que je suis pas chez le coiffeur. Hein. Non, je rigole, c'est parce que mes cheveux sont éclatés. Mais bah, pareil. Alors, Idriss. Merci beaucoup Catherine pour l'opportunité. Merci Marc pour la réponse d'avance et Ruben de l'animation. Et du coup, ma question, elle se porte sur l'image de marque. En fait, donc, pour faire très simple, lorsqu'on a un produit qui va être très complexe et qu'on ne va pas pouvoir convaincre justement par une valeur ajoutée du produit parce que justement, il est complexe et donc elle n'est pas visible directement, c'est l'image de marque qui va permettre de convertir et même, par exemple, d'avoir des partenariats avec des influenceurs. Et ma question, c'est comment donc avoir une image de marque qui va être suffisamment puissante pour convertir et avoir des partenariats avec des influenceurs qui vont être puissants, entre guillemets, sans mettre des dizaines de milliers, centaines de milliers d'euros en budget publicitaire. Ah bah, ça, c'est un petit peu chercher la poule aux odeurs, quoi. Si c'était si simple. Il y a qu'une seule catégorie de gens qui peuvent créer ton image de marque. Moi, je crois, c'est tes clients. Hein. Parce que toi, tu as beau raconter que ce que tu fais, c'est formidable. Si tu ne le vends pas, ça ne marche pas. Quoi. Donc, il n'y a pas mieux. À l'époque, on disait le buzz, je crois. Maintenant, c'est le bouche. Enfin, on disait le bouche à oreille. Maintenant, c'est le buzz, d'ailleurs. Mais il n'y a que tes clients ou les gens qui te connaissent qui peuvent parler de toi en bien sans que ce soit louche. Ça prend du temps. Ouais, c'est long, ça ne peut pas être fait en un jour, ça ne peut pas se triquer. Si tu fais un produit de merde, les gens diront que c'est un produit de merde. Donc, par contre, si tu fais un bon produit, ils diront pas souvent que c'est un bon produit. Donc, il faut beaucoup, beaucoup de temps pour convaincre les gens que ce que tu fais est formidable. Beaucoup, beaucoup plus de temps que les gens vont avoir besoin pour te démolir. Donc, ton produit, ton action, tout ce que tu fais, ça doit être vraiment formidable. Parce que malheureusement, il y a très peu de gens qui passent 5 minutes à le dire. Par contre, les détracteurs, il y en a beaucoup. Donc, l'image de marque, ce n'est pas un truc qu'on peut créer comme ça, ex nihilo, en disant tiens, je vais me faire une image de marque super. Après, ça va attirer des influenceurs qui vont dire que tu es formidable. Sauf si tu te fous. Est-ce que l'image de marque, c'est une condition sine qua non pour faire du business? Non. Non, ce qu'il faut, c'est le talent et le travail. L'image de marque, elle découlera de ça. Tu peux avoir une image de dingue et être un feignant, ça ne marchera pas. Et puis, tu peux être un super bosseur sans faire un bon produit, ça ne marchera pas non plus. Donc, la vérité, elle est dans le produit, elle est dans la perception du produit, elle est dans l'utilisation du produit, quel que soit le produit d'ailleurs, que ce soit un produit ou une prestation, ou ce que tu veux. Je veux dire, si tu t'appelles ton plombier, il arrive, il est beau comme un dieu, il oublie le joint et ça fuit, l'image de marque du plombier, elle est ratée, quoi. Tu vois, par contre, s'il est beau comme un dieu, qui répare la plomberie et que après, tout se passe bien, tu es content. Et tu recommanderas le plombier à ta voisine ou ton voisin. Toi, Marc, dans toutes les boîtes que tu as créées, tu as nécessairement investi pour de la visibilité, pour de la présence à l'esprit, pour la construire, la marque, en budget média? Ouais, évidemment. D'abord, tu as le budget média. Il faut en avoir du budget média. Ce n'est pas si simple que ça. Hein. Il faut avoir de l'argent. Ou alors, il faut être malin. Il faut trouver des partenaires. Il faut faire
Tu peux faire des deals de partage, tu peux faire des deals de prestations contre du média. Enfin, il y a plein de manières d'essayer de trouver du média sans avoir forcément beaucoup d'argent. Et puis, il y a son investissement personnel aussi. C'est chacun a sa propre marque aujourd'hui. Donc, tu crées ta marque, ensuite tu valorises cette marque, elle a une valeur. Cette image, tu commences à la mettre au service de ton produit ou de ton action. Donc, tout ça, c'est un processus assez long. Il y a un des défauts des gens qui se lancent aujourd'hui, c'est qu'ils pensent que tout va vite. Ils sont nés dans une génération qui utilise des réseaux sociaux où tout est instantané, le bien, le mal d'ailleurs, ça va très vite. Et il n'y a pas le temps de la construction. Donc, si vous construisez un truc trop vite, vous construisez sur du sable. Il y a un moment où les fondations, il faut qu'elles soient là, c'est du béton, il faut le couler, c'est long à sécher, mais une fois que c'est posé, on peut construire au-dessus. Si vous construisez très vite, sans avoir de fondation solide, donc d'avoir passé le temps nécessaire à créer votre image, à créer votre réputation, votre communauté ou Dieu sait quoi, tout ce que vous allez construire après, c'est du sable. Alors, vous avez intérêt à être un génie pour arriver à faire une tour qui tient sur du sable. Il y en a qui y arrivent, mais je ne recommanderais pas ça à tout le monde, quoi. Est-ce que dans les jeunes marques que tu as vues récemment, desquelles tu peux te dire, ça, c'est la bonne construction de marque, il y a une bonne image, comme dit Idriss? Malheureusement, je dois en avoir à l'esprit, mais j'efface tout ça, moi, de ma tête, parce que j'ai trop d'emmerdes. Donc, je n'ai pas une marque comme ça. Si, j'ai des marques dans le secteur dans lequel je travaille. Je te dirais dans les vélos électriques, tu vois, je vois très bien que ceux qui ont super bien fait le job, mais c'est des vélos électriques, ça intéresse personne. Mais tu as des super marques qui gèrent très bien ça. Ou en tout cas, ce que tu vois, c'est que la marque, elle a été pensée dès le début. Ce n'est pas un truc qui s'est construit au fil du temps en disant tiens, je vais faire ça, puis je vais faire ça et ça fera la marque. Toutes les marques que j'ai vues qui sont formidables, elles ont été pensées dès le début avec des valeurs. Je vais en citer une, c'est Typologie, dont je suis actionnaire. Typologie, on a mis des valeurs vraiment dès le départ. C'était pensé des ingrédients simples, peu d'ingrédients, un prix bas, un truc propre, pas d'embrouille. Voilà. Donc, ces piliers de la marque-là, ils ont été déclinés après et comme ils ont été pensés dès le départ, ils sont super solides. Ouais, la première qui me vient à l'esprit, c'est normal parce que je l'ai sous les yeux, c'est Typologie. Et un bad buzz, pour reprendre une question qui est dans le chat, ça se gère comment? C'est à force, ça prend du temps. S'il y a des détracteurs, tu les adresses directement. Ça... Ouais, alors ça, c'est la gestion de la e-réputation. Hein, c'est vraiment un cauchemar nocturne. Hein, c'est tellement facile. Alors, en plus, tu as tes concurrents ou tes détracteurs qui s'amusent, qui s'en donnent à cœur joie pour te démonter en plus. Hein, donc, c'est super galère. Mais il faut y porter une énorme attention. C'est-à-dire qu'une mauvaise réputation aujourd'hui sur les réseaux, c'est un enfer à nettoyer, quoi. Il ne faut jamais attendre de se faire déborder. Il faut traiter les trucs au fil de l'eau avec sérieux, de manière quasiment quotidienne. Parce que si ça part dans le mauvais sens, dans le bad buzz, dans la mauvaise note, dans le mauvais commentaire, pour effacer ça, c'est toujours pareil. Hein, je prends l'exemple d'un restaurant, mais vous avez des gens qui sont des entrepreneurs dans les restaurants, hein, mais vous avez un super avis et puis vous avez un mauvais avis. Ils se disent c'est super, ça fait 1 pour 1. Non, parce que le mauvais avis, il a 10 fois plus de poids que le bon avis. Donc pour effacer un mauvais avis, il faut 10 bons avis. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas laisser empiler 50 mauvais avis parce que vous en sortirez jamais après. Donc il faut vraiment gérer ça au quotidien. Et c'est souvent un truc qui est très chronophage, qui est casse-pied parce qu'on n'a pas envie de lire les mauvais avis. On a plutôt même envie de défoncer les mecs qui ont laissé des mauvais avis. Et ce n'est pas la bonne manière de faire. Il faut leur parler, il faut être sympa, il faut essayer de comprendre, il faut s'excuser quand on a merdé, hein, parce que ça arrive. Mais en tout cas, il y a un truc à ne pas faire, c'est négliger ça. Ok, super, merci Idriss. Merci beaucoup Idriss. Merci à vous. Le cousin de Ruben. Hein. C'est les mêmes. Moi, sans lunettes, pour moi, c'est les mêmes. Hein. Et on a Lucie Lebaz. Welcome Lucie. Bonsoir Lucie. Bienvenue. Bonsoir. Bonsoir, ravi de te revoir. Bonsoir Catherine, que j'avais découverte il y a hyper longtemps via quelques fans du numérique de Olivier Ezrati. Donc c'est un petit peu, ça date un peu, mais ça fait longtemps. Il y avait encore des dinosaures à l'époque. Hein. Et enchantée Marc, que je découvre. Enchantée. Donc, je trouve ça hyper intéressant, ces problématiques de marque, parce que moi je travaille justement dans le branding depuis des années.
Et donc, en fait, ma question, c'était comment Mythique réussit à maintenir sa popularité face à des concurrents tels que Bumble, Happen, Tinder, que j'utilise, que je trouve très bien, enfin, pour plein de raisons et plein de choses sont à discuter, mais en termes de marque, je les trouve, et en termes de service, et on parlait de marque et de produits, je les trouve super intéressants et désolée, mais Mythique, moi, j'accroche pas. Donc voilà. Alors, je vais te détendre tout de suite. Mythique, je suis parti il y a 10 ans et j'en ai jamais reparlé, donc je ne vais pas en reparler ce soir. D'accord. Je suis parti au moment de Tinder. Ça ne m'intéressait pas de concurrencer Tinder avec leur approche, donc moi, je ne voulais pas faire ce métier. Ce que je sais, c'est quand j'ai quitté Mythique, 99% des Français connaissaient la marque. Je pense que ni Tinder, ni Bumble, ni tous ceux que tu viens de me citer sont encore là. Pour une bonne raison, c'est que, je ne parlerai pas plus de Mythique que ça, mais Mythique, c'est une des très rares sociétés qui est devenue un phénomène de société. Quand on a créé la société, pendant 10 ans, ça a été un phénomène de société. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un jour où un journal, une télé parlait de la marque. Et c'est devenu une marque tellement notoire que quasiment tous les Français connaissent. Ça, c'est pas le talent, c'est tomber avec le bon produit au bon moment. Et peut-être vous pouvez faire l'exercice. Hein. Je ne pense pas que vous puissiez citer 2 ou 3 ou 4. Je ne parle pas des énormes marques à la Apple, évidemment, parce que ce n'est pas des mêmes catégories, mais des marques jeunes qui auraient réussi à créer un phénomène de société avec finalement peu d'investissement. Il y en a très, très peu. Peu d'investissement, c'est quoi? Alors, au départ, on ne mettait pas beaucoup de moyens sur Mythique puisqu'on n'en avait pas. Hein. Ensuite, ça a été des dizaines et des dizaines de millions d'investissements de marketing, puisque Mythique, c'était une société qui se battait pour que ses clients la quittent. Donc, quand vous vous battez, et que quand vous faites bien votre job, votre client part et ne revient jamais, c'est une logique assez contre-intuitive. Hein. Donc, il faut qu'il y ait des nouveaux clients qui viennent. Donc, il y avait 2 piliers. Le premier, c'était de faire beaucoup de publicité. Le deuxième, c'était que les clients partent heureux. Parce que le plus gros vecteur de recrutement d'un site de rencontre, quand ça marche, c'est que ça marche. Donc, tout ça, on l'a inventé. Ensuite, Tinder est arrivé. Moi, le concept de la rencontre, c'est pas du tout le métier que je voulais faire. Mais peut-être pour prolonger la question de Lucie, que je trouve super intéressante, c'est au-delà de Mythique, c'est comment tu arrives à durer avec une offre quand tu as, tu vois, des concurrents. Parce que quoi que les gens disent, il n'y a pas eu plus de couples faits en France que sur Mythique. Voilà, donc il y a eu 2-3 millions de couples. 3 millions de couples, ça veut dire 700-800 000 bébés. Ça veut dire des centaines et des centaines de gens qui en ont parlé. Parce que quand tu rencontres quelqu'un et que tu te maries, tu vas le raconter à tout le monde. Alors que si tu fais un coup d'un soir sur Tinder, je ne suis pas sûr que tu cries sur les toits. Donc il y a un bouche à oreille tellement énorme que 20 ans plus tard, et je ne sais pas du tout les chiffres, je n'ai plus aucune idée de comment ça se passe. Mais si tu vas dans la rue et que tu demandes aux gens de te citer un site de rencontre, tu auras encore majoritairement des gens qui parlent de Mythique. 20 ans plus tard. Il y en a peu des marques comme ça. Ouais, en fait, de ce que je comprends Marc, c'est finalement parce que Mythique a été le pionnier de la rencontre en ligne, finalement. On n'était pas les pionniers, il y en avait bien avant nous, il y avait des beaucoup plus vieux que nous. On a été les meilleurs. On a tellement été les meilleurs que ça a duré 20 ans, le résultat de ça. Ok, bon, mais super. Merci, Lucie. Merci Lucie. Beaucoup. Merci, puis bonne chance sur Bumble. Et puis surtout, bon courage. Tout va bien, merci. Attends, moi, je vais rajouter quelque chose parce que j'ai rencontré ma femme sur une application de rencontre. Hein. Et ouais, aujourd'hui, je suis oui, il y a plein de success stories. Il n'y a pas que des coups d'un soir. Hein. Bien sûr, un message dans le chat d'Isabelle qui dit qu'elle a 15 ans de mariage et 3 beaux enfants mythiques. Donc, merci. Ça m'arrive tous les jours. Hein. Marc Simoncini est à l'origine de tellement d'histoires. Ouais. On a. Merci avec nous. À bientôt. Merci beaucoup, Lucie. On va accueillir Agnès, je crois, qui est dans le chat. Hop, et qui a une question pour Marc. Moi, je vois Hicham. Bonjour, Ariane. Bonjour, Hicham. Hicham, on ne l'a pas déjà eu? Non, Hicham, on l'a déjà eu. À moins qu'Hicham ait une autre question. Non, je ne suis pas passé.
Ah, bah excuse-moi, Elle n'est pas Hicham. Alors. passée, Cham. Alors voilà. Allez, Hicham, c'est à ton tour. Qu'est-ce qui se passe? Dis donc. Voilà, j'ai failli sauter. Hein. Caméra, mais on t'entend. Ouais, tu nous dis. Je ne sais pas si vous arrivez à me Non, voir. on ne te voit Non. pas. Non, mais on t'entend, vas-y, c'est bien. Démarrer la vidéo. Déjà, merci Catherine. Hein, coucou. Et pour plaisir. les mots d'hier, c'était super. Bonjour Marc. Bonjour. De pouvoir te poser une question en direct. Et une question en fait très simple, c'est quand est-ce que tu sais que c'est le moment en fait de passer à autre chose? Quand je dis autre chose, je parle évidemment d'un autre marché, par exemple, ça peut être géographique, un autre produit, une autre gamme de produits, sans en fait perdre l'ADN en fait de ce que tu fais initialement. Bah, tu peux préciser, En fait, nous, on est, si tu veux, on développe une startup et on a un produit. En fait, on est parti sur un segment de marché et on se rend compte en fait qu'on a énormément de demandes, mais venant de d'autres Quand est-ce qu'on pivote? auxquels on n'a pas pensé au départ en fait. Et en fait, on nous sollicite à droite, on nous sollicite à gauche, on nous sollicite devant, derrière. Et en fait, on se dit, ouais, on va répondre à tout le monde parce que on veut prendre en fait ses parts de marché forcément. Mais la peur, c'est de se dire, bon, bah, on va répondre à tout le monde de manière positive, mais on va aller tellement partout que, au final, bah, je ne vais pas dire que le risque, c'est c'est le risque, c'est de se perdre, en fait, et peut-être de ne pas faire ce qu'on voulait faire initialement au départ, tu vois. Mais tu sais quoi, c'était exactement comme le mariage. Avant de choisir la bonne, tu papillonnes, après tu es sollicité, puis à un moment donné, tu dis, ah bah non, tu sais quoi, je vais rester avec celle-là, quoi. Bah parce que tu sais que c'est la bonne. Donc, il n'y a que toi qui peux savoir si c'est la bonne. Bah là, dans ton business, il n'y a que toi qui peux savoir celui qu'il faut garder et celui qu'il faut abandonner. Donc, en gros, tu es en train de me dire de tous les, de tous les exploits. Il n'y a que toi. Je dis rien parce que je ne sais pas ce que tu fais, mais je dis, il n'y a que toi qui as la réponse. Tu dois sentir au fond, tu dois savoir et sentir que ce que tu es en train de faire, c'est ça qu'il faut faire, ou justement, c'est plus ça qu'il faut faire. Et c'est toi qui as toutes les clés pour analyser ça. Ça peut pas être vu de l'extérieur. Il y a ton intuition qui peut t'amener là. Au-delà de l'intuition, je pense que c'est important d'interroger aussi les besoins de tes clients, Hicham. Je pense qu'au-delà de ton intuition, c'est essayer de comprendre où est-ce qu'il y a de l'attraction, où est-ce que le marché risque de t'amener et où est-ce que tu as intérêt à aller. Après, tu ne peux pas te mettre partout, j'imagine. Non, tu pourrais, mais tu t'abandonnerais quelque chose. Donc, c'est les chiffres qui vont répondre ou les clients. En fait, la question, c'était l'instinct versus les chiffres, mais… Bah, tu sais quoi? Il faut que tu suives ton instinct et qu'avant de décider, tu fais valider par les chiffres. Comme ça, tu es sûr de ne pas te tromper. C'est pas mal. Pas mal, pas mal. Ok, super, merci Hicham. Merci d'avoir posé ta question. Sympa. À bientôt. Salut Hicham, à demain. Allez. Ok, après Hicham, on a Agnès qu'on va accueillir. Merci Hicham. Et bonjour Agnès. Vous me voyez? Bonjour Agnès. Bonjour Agnès. Au Café Envie. Merci beaucoup pour l'opportunité. Moi, ma question, c'est, Marc, est-ce que ton driver a évolué au fil des années, et soit au fil des années, soit au fil de tes accomplissements, ou est-ce que c'est resté plus ou moins le même depuis que tu as commencé à entreprendre? Qu'est-ce qui t'anime? Ouais. Ah, mais ça, c'est très personnel. Hein. C'est des phases de vie, voilà, et c'est des phases de vie. Il y a des moments où on a envie de travailler pour les autres, il y a des moments où on a envie de travailler pour soi, il y a des moments où on a envie de trouver un boulot qui est à la fois une passion et un boulot pour pas avoir l'impression de travailler. Il y a des moments où on travaille parce qu'on n'a pas le choix et qu'il faut prendre du pain là où il y en a. Donc, moi, je te raconte ça j'ai démarré, j'avais 22 ans, j'en ai 60, ça fait combien ce truc-là? Ça fait 38 ans. Non, 28 ans, je ne sais rien. 38 ans, putain. Voilà, donc 38 ans, bah, tu as 1000 vies, quoi. 1000 vies, 1000 projets, 1000 échecs. Il y a une constante qu'il faut garder, c'est d'être encore là, quoi, d'être encore vivant, quoi. Okay. Le reste, ça suit. Hein. C'est ce que je disais toujours, l'entrepreneur, la seule fois où il rate, c'est quand il est mort et qu'il rate une opportunité, quoi. Donc, la seule qualité, c'est de rester vivant et de se relever à chaque fois. Voilà, ça, c'est la constante. Okay. Après, le reste, c'est la vie qui t'amène là où elle doit t'amener, condition que tu l'écoutes. Okay, donc, c'est vraiment plus par rapport au gré des opportunités que dire, OK, moi, mon driver, c'est ça. Ça dépend des gens. Ça dépend des gens. Tu as des gens, ils se disent, moi, ma mission, c'est ça. Et c'est marrant, j'ai fait un chat avec Mazella hier sur ce sujet-là.
Tu as les gens qui gèrent la même boîte toute leur vie et puis tu as des gens qui changent régulièrement, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois. C'est très personnel. Hein. Frédéric était plutôt dans le de se dire, moi là j'ai une mission et tant que je suis pas arrivé, je resterai là-dessus et j'irai jusqu'au bout. Alors si la mission est énorme, ça fait une boîte d'une vie. Moi, c'est plutôt des missions passion, quoi. Donc je mets beaucoup d'énergie dans un temps plus court. Encore une fois, c'est ce que j'ai dit aussi hier. Je pense que c'est au moins 10 ans pour aller au bout d'un projet. Quand tu dis je monte des boîtes, tu ne vas pas monter une boîte par an pendant 10 ans. Mais arriver entre l'idée, la maturation, le lancement, l'échec, le pivot, la réussite, la sortie, la fin de la mission, l'expérience m'a montré que c'est plutôt entre 8 et 10 ans. Donc, dans une vie, tu feras 3 ou 4 boîtes si vraiment tu es dans ce profil-là. Mais tu peux aussi travailler pendant 30 ans sur la même boîte. Et ce que je dis toujours, les gens ils disent, oui, mais je veux réussir, je veux que ma boîte soit grosse. Réussir, c'est pas que sa boîte soit grosse, c'est d'être heureux de faire ce que tu fais. Donc, si tu es heureuse de travailler toute seule dans ton coin et que ça te passionne pendant 15 ans, c'est la plus belle boîte du monde. Pareil, j'ai entrepris à 19 ans et je me dis c'est ma seule expérience professionnelle. Et c'est un peu, j'ai envie de découvrir d'autres choses. Même le salariat, des fois, je me dis, c'est important de travailler pour quelqu'un, ça me dit trop de tester. Mais c'est vrai que, est-ce que par rapport à mon driver et tout, tu verras, il faut faire des expériences, il faut essayer. Ok, trop cool, merci. Si tu as l'angoisse du salariat, le meilleur moyen de savoir si tu l'as, c'est d'y aller, de voir ce que ça se trouve, tu t'es trompé, tu vas trouver ça formidable. La vie, ce n'est qu'une succession d'expériences. Il faut tout essayer, c'est ça qui est formidable. Super, merci beaucoup. C'est chouette Agnès, merci pour ta question. Agnès. À bientôt. Bye. Merci Agnès. Je vais faire une petite pause pour remercier toutes les personnes d'être présentes et d'écouter chacune des questions répondues par Marc. N'hésitez pas à aller vous abonner et à vous inscrire sur Envie directement sur le site envischool.com. Je ne me suis pas trompé? C'est envie-school.com. Très bien. C'est génial, j'adore, avec plaisir. On va accueillir Anna Meg avec grand plaisir. Bonjour Anna. Bonsoir à tous. Bonsoir. Merci. Donc moi j'avais une question pour Marc. Est-ce que Marc, tu te souviens comment toi tu as appris à lire ou comment tes enfants ont appris à lire, ou peut-être des petits-enfants maintenant, et plutôt plus généralement, comment tu penses que les nouvelles technologies pourraient apporter quelque chose dans les apprentissages, que ce soit la lecture ou autre chose? Alors, je ne me souviens absolument pas de comment j'ai appris à lire, mais probablement à l'école. Mais ce dont je suis certain, c'est que j'ai eu une chance inouïe, c'est que j'ai eu un papa, enfin une mère aussi d'ailleurs, je pense qu'ils étaient d'accord, qui ont banni à l'époque la télévision du foyer. Et donc, je n'avais absolument aucun autre loisir que la lecture. Et donc, je suis tombé très tôt dans la lecture de tout ce que je trouvais. Ce n'était pas forcément des grandes œuvres, mais j'ai lu beaucoup et très tôt. Et donc, ça m'a beaucoup aidé parce que je n'ai pas été distrait par tout ce qui passait à la télévision à l'époque, en tout cas pas au début. Hélas, je n'ai pas réussi à reproduire ça auprès de mes gosses. Donc, mes gosses, ils ont eu un iPad ou un téléphone dans la main assez tôt, même très tôt, probablement trop tôt. Voilà, et si je devais recommencer, je pense que je ferais beaucoup plus attention. Alors, à l'époque, les téléphones étaient moins puissants qu'aujourd'hui, donc c'est vrai qu'il y avait moins de contenu, il y avait moins de choses, il n'y avait pas les réseaux sociaux, donc c'était quand même un autre monde. Mais je ne serais pas partisan de mettre autre chose que des livres dans les mains des enfants avant qu'ils soient quand même plutôt construits. Mais je sais que c'est extrêmement difficile dans le monde dans lequel on vit, donc c'est peut-être même utopique. Oui, aujourd'hui, les statistiques, c'est plutôt un enfant de 6 ans passe 2h30 par jour devant un écran. Et c'est souvent de manière passive, donc c'est plutôt la télé. Si, c'est ça. Bon, moi, je trouve ça effroyable. Après, US, c'est 4 heures. Ouais. Après, j'ai investi dans une boîte qu'on vient de revendre d'ailleurs aux États-Unis qui faisait du contenu et des livres interactifs culturels sur tablette. C'est formidable, parce que ça permet au gamin d'utiliser sa tablette, ça lui plaît, de rentrer dans un contenu intelligent, éducatif, et en plus d'avoir une interaction avec le contenu. Donc, c'est un usage intelligent de la tablette. Mettre un gamin devant une chaîne pour enfants coupée de pubs pour du Nutella, c'est vraiment rude, quoi. Donc voilà, j'y ai fait ma vie dans les écrans et dans le online, donc je ne devrais pas dire ça, mais
Ouais, c'est quand même, je pense faut trouver un bon équilibre et c'est pas facile. Mais bon, je m'en fous des enfants, j'en ai plus, j'en ferai plus. Donc, place aux jeunes. Enfin, j'en ai encore, mais ils sont Ouais, c'est ce morts. que j'allais dire. Mais super. Anna, Merci j'espère beaucoup, que Anna. Oui, merci, merci. Merci d'avoir posé ta question. C'est chouette de parler de lecture. À bientôt. Merci, à bientôt. On va Salut. accueillir Monsieur Thierry Castan ou Castan. Ça dépend de sa question. Bonsoir, Thierry. Bonsoir Thierry. On ne t'entend pas, tu es en mute. Ouais. On a perdu Thierry. Alors, je crois qu'il faut activer à la régie le micro de Thierry. Mais oui, activons Thierry. Non, alors on active, mais il y a un petit souci. Je ne sais pas, il se remute tout de suite. Ah, Bah, tant Bah, pis, tu dans le l'écris dans le chat, Thierry. Thierry, C'est tu ton veux casque l'écrire? qui te bloque, en fait. Tu devrais l'enlever. Ouais. Non? Toujours pas. Hein. Non. Ça doit être l'autorisation de ton ordinateur vis-à-vis de Ouais. Zoom. Tu Tu peux nous l'écris dans le l'écrire? chat. Désolée. Pas grave, on a l'image. Hein. Tu l'écris dans le chat. Moi, je le dis en me couvrant la bouche et tu le mimes. Est-ce que vous m'entendez? Ah, ouais, Yeah, magnifique. bravo. Désolé. Bonsoir Catherine. Bonsoir. Bonsoir Thierry. Désolé pour ma tenue, j'étais en train de bricoler avant de vous retrouver et je suis venu juste à l'heure. Une question à Marc. Je suis passionné d'immobilier depuis tout jeune parce que ma maman l'était. J'ai une première société que j'ai revendue, une deuxième que j'ai créée parce que j'avais une idée précise de là où je voulais aller. Et ça fait 4 ans que je me bats pour gagner de l'argent, concrètement. Ça ne marche pas trop, alors que mes clients sont super contents, que tous me disent ben, c'est super, je marche par le bouche à oreille, ça se passe bien. Est-ce qu'il faut que je persiste en essayant d'avoir un peu plus d'argent pour lancer des campagnes de pub, ou est-ce qu'il faut que je revienne à mes premiers amours d'immobilier classique, comme tout agent immobilier? C'est compliqué ce que tu dis, parce que tu dis j'ai un service dont les clients sont contents, mais je ne gagne pas d'argent. Bah, c'est que tu ne le vends pas assez cher, non? Ouais. Exactement. Je ne sais pas. Alors, le problème, c'est que j'exerce le métier d'agent immobilier au départ à 1%, mais à distance. Donc, c'est super. Ah ouais, mais tu sais, il y a un théorème qui dit les produits gratuits, il n'y a rien qui se vend mieux. Oui. Si tu n'es pas cher pour avoir des clients, mais que derrière, tu n'en vis pas, ça ne marche pas, quoi. Sinon, ce serait très simple. Si ton idée, c'est de dire je vais être moins cher que mon voisin et je vais faire un super boulot, mais moins cher, bah, tu vas avoir des clients, mais ceux qui sont heureux, c'est les clients, quoi. Bien sûr. Sauf Alors, ouais, c'est pas ça l'idée, parce que moi, je ne fais pas le même métier. Il y a plein de choses que je ne fais pas parce qu'on est à distance et tout ce qui est chronophage et perte de temps, je ne fais pas. Ce qui me permet d'avoir le plafond que je n'arrive pas à briser, c'est augmenter mon volume de clients. Mais parce que tu ne les trouves pas ou parce que tu ne peux pas les servir? Ah non, parce que je ne les trouve pas. Je n'arrive pas à… Alors, il faut que tu fasses autre chose. Il faut que tu fasses autre chose. Si tu fais moins cher, différent, et que tu n'as pas beaucoup de clients, c'est que tu n'as pas trouvé ton marché. Ouais. Ça, tu vois, à un moment, il faut accepter de se dire que c'est pas, franchement, personne n'a réussi à faire son truc du premier coup. Enfin, c'est très rare. Oui. Donc, bah ouais, donc c'est pas la peine de perdre X années à essayer de faire tourner un truc qui tourne pas. Il vaut mieux se dire, ok, ça tourne pas. Pourquoi ça tourne pas? Ok, le prochain, je ferai pas la même chose. J'y penserai, je trouverai une autre idée ou un autre truc où tu pivotes. Oui. Mais s'entêter de ne pas trouver de clients en étant moins cher que les autres, c'est que c'est pas un bon business. Ouais. Vu de loin comme ça, mais c'est dur à entendre. Hein. Je sais que c'est dur et on n'a pas envie d'entendre ça. Il n'y a que les gens de l'extérieur qui peuvent te le dire d'ailleurs. C'est pour ça que j'ai posé la question. C'est dur à entendre, mais ça va me permettre de pivoter et de prendre la décision. Ouais, je crois que c'est ce qu'il faut faire. D'ailleurs, encore une fois, ce n'est pas un échec. Ça me rappelle, Thierry, ça me rappelle ta question, et je la pose à Marc, une question de Maud Caillot de Gringot qui m'a demandé de la poser pour toi. C'est comment faire la différence quand tu es entrepreneur entre être persévérant et être acharné, quoi. C'est super dur, c'est super dur. Mais moi-même, je le vis aujourd'hui. Hein. Je ne sais pas si je ne m'acharne pas à essayer de réveiller quelqu'un qui est mort, quoi.
C'est super dur, mais ça fait partie du métier d'entrepreneur. Malheureusement, il y a deux mauvais moments, il y en a plein, hein, mais les deux pires moments, c'est se séparer de quelqu'un avec qui tu as construit le truc, mais à un moment donné, tu es obligé de te séparer parce que ça marche pas assez, voilà, donc se séparer de quelqu'un, c'est affreux. Et se poser la question le soir en disant putain, mais est-ce que je suis pas allé trop loin? Est-ce que je suis pas devenu plus têtu que lucide et même irrationnel? Parce que voilà. Et en général, la réponse sur ce plan-là, il faut la poser à des gens à l'extérieur. Parce que eux, et des vrais amis, quoi, qui te disent la vérité. Ok, tu as galéré pendant 5 ans, tu as bossé jour et nuit, tu t'es investi, tu as mis tout ton pognon dans un truc qui ne vole pas, fais autre chose. Ils te le disent parce que sinon, tu vas t'enterrer avec le projet, quoi. Et c'est un sale moment. C'est un sale moment. Alors, je vais te dire, à n'importe quel stade, n'importe quel âge, n'importe quelle position ou moyen, on se pose tous la même question. Sauf quand ça marche très bien tout de suite, ce qui peut arriver, mais ce n'est pas le cas commun. Ouais. En tout cas, ça demande beaucoup de courage. Ouais, mais c'est un métier courageux, entrepreneur. Hein. Si les gens savaient, ils te taperaient moins dessus quand tu as réussi, quoi. Oui, il dirait moins de bêtises, hein. On est d'accord. Ouais, mais ça, faut les emmerder, les gens. Tu sais quoi, faut pas les écouter. Il y a que ceux qui n'ont rien fait, qui n'ont rien raté. Ils critiquent. Voilà. Bon, merci Thierry, c'était sympa de poser tes questions. Merci. C'est très sympa à vous de m'avoir donné la parole. Merci à tous les trois. Bon courage surtout. Merci. Et bonne vie en vie, du coup. Oui, merci. Hein. On a besoin de vous pour être connus. Hein. On est petits, nous encore. Merci. Au revoir. Au revoir. Alors, merci beaucoup Thierry. On va voir. Moi, je vais avoir une petite question pour toi, Marc. Ouais. Vas-y. Tu parles tout à l'heure de pas mal de choses, notamment des compétences. Et moi, je voulais savoir, c'est quoi la compétence qui, dans l'ensemble de ta carrière, ou bien à des moments très précis, a été le plus bénéfique dans ton parcours d'entrepreneur? Il y en a deux. Hein. La première, c'est d'avoir la capacité d'attirer dans ton projet des gens meilleurs que toi. Ça, c'est une question presque philosophique parce qu'on n'a pas envie d'avoir des mecs meilleurs que soi dans les boîtes. Parce que c'est normal, c'est notre boîte. Donc, on n'a pas envie d'avoir des gens meilleurs. Mais la première des qualités d'un entrepreneur, c'est de savoir s'entourer de gens meilleurs que lui et de l'accepter et d'être heureux qu'ils le rejoignent. Donc, la conséquence de ça, si je parle de la qualité, c'est il faut avoir cette qualité d'entraîner des gens meilleurs. Et ça, c'est pas facile. Et la deuxième, c'est parce que même si tu es bon et même si tu es entouré de gens bons, il y a beaucoup de chances que tu te plantes. La deuxième des qualités, et la plus importante, c'est la résilience. C'est OK, je me suis planté, je recommence. Parce qu'un entrepreneur, malheureusement, c'est très rare qu'il réussisse la première fois. Donc, si au premier échec, il abandonne et il passe à autre chose, c'est que ce n'était pas son métier. Et ben, c'est pas grave. Il y a plein d'autres métiers formidables. Mais pour être entrepreneur, il faut avoir une énorme résilience. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui reçoit des mauvaises nouvelles par mail toute la journée. Tout le monde veut le tuer, l'entrepreneur. Les clients, ils veulent payer moins cher. Les fournisseurs, ils veulent lui vendre plus cher. L'URSSAF, les impôts. Les salariés veulent être augmentés. Donc, ça n'est qu'une gestion d'emmerde. Sur 10 000 emails que tu reçois, il y a une bonne nouvelle et encore, pas toujours. Donc, si chaque fois qu'il y a une mauvaise nouvelle, c'est un motif de découragement, il faut changer de métier. Par contre, celui qui passe les 10 000 haies et qui arrive sur la ligne d'arrivée, on lui dit « Putain, t'as eu du bol ». Ben non, gars, j'ai sauté 10 000 haies, quoi. On a Catherine Donc, qui acquiesce absolument tout ce que Marc dit. La résilience et l'enthousiasme, ou l'énergie. Je ne connais pas d'entrepreneurs qui n'ont pas beaucoup d'énergie. Tout le monde est d'accord avec toi. On va accueillir maintenant… Merci beaucoup. On a accueilli Patricia. Est-ce que tu nous entends, Patricia? Bienvenue, bonsoir. Merci d'être là, c'est sympa. Oui, bonsoir. Ah, c'est bon, on t'entend. Bonsoir. Oui. Bonsoir. Salut. Bonsoir Catherine, Ruben et Marc. Donc, j'aurais une question parce qu'en fait, moi, j'ai une start-up qui est assez early stage. Mais alors, heureusement, qui je pense est très prometteuse. D'ailleurs, je travaille a priori avec un designer que Marc connaît bien sur un produit qui est la chaussure avec un concept totalement innovant et avec une étiquette développement durable assez importante. Et mon problème, après 1 an d'incubation à la station F, après avoir gagné même des concours de pitch, etc.,
j'ai du mal à savoir comment activer des réseaux pour justement solliciter des investisseurs sur une startup en early stage qui cherche vraiment aussi les primo-investissements pour développer vraiment le prototype physique. Parce que maintenant que j'ai les dessins et que je travaille depuis un bon moment sur ce projet, il me tarde vraiment de concrétiser ça, en fait. Voilà. Donc, c'est vraiment, c'est comment activer les réseaux pour, et comment voilà, créer des liens pour motiver des investisseurs sur une startup en early stage. Et qui fait du hardware. Et qui fait du hardware. Oui, c'est vrai que… C'est ça le problème. Non, mais c'est le seul problème. Early problème, stage, dans le chat, pardon, mais early stage, c'est très en amont, au tout début. Oui, puisqu'en fait, là, c'est tout au début. J'ai les prototypes, tout est rodé. Bon, au niveau financial plan, bon, moi, à la base, je suis plutôt dans la finance depuis très longtemps, donc tout est bien ficelé. Au niveau de la cohérence du projet, je sais que maintenant, ça marche bien, puisque après avoir gagné ce concours à la station F en juin dernier, voilà, je sais que le projet est cohérent dans son ensemble, mais je n'arrive pas à trouver des moyens vraiment d'activer, voilà, et de trouver mon investisseur principal aussi. Voilà. Ouais, bah, c'est malheureusement extrêmement difficile en France. Dès qu'on fait du physique, du hardware, hein, dès qu'on fabrique des choses, il n'y a plus personne qui investit. C'est un des énormes problèmes. On a tous le même problème. Hein. Tous ceux qui font du hardware, c'est le même problème. Donc ça, c'est plutôt rassurant. C'est pas forcément ton projet, c'est que c'est difficile pour tout le monde. Donc, bah, il faut s'acharner, hein, il faut continuer, il faut rencontrer des gens, il faut en parler, il faut gagner des prix, il faut remuer ciel et terre. Ouais, vraiment. Je sais qu'à partir du moment où j'aurai le prototype physique, c'est vraiment l'étape que je voudrais passer là. C'est le love money, c'est les copains, c'est les parents, c'est les proches, c'est ceux qui prennent tous les risques au début parce qu'ils croient en toi presque plus qu'en ton produit, quoi. Après, quand tu as un proto, bon, c'est déjà ça, les gens peuvent le voir, c'est plus ou moins risqué, c'est un peu plus facile à appréhender. Je ne sais pas ce qu'elles font tes chaussures, mais voilà. Et franchement, le début, c'est un chemin de croix, mais c'est aussi formateur parce que c'est là qu'on apprend tout, c'est là qu'on peut encore changer d'avis, c'est là qu'on peut s'apercevoir que finalement, l'idée qu'on a, il n'y a pas grand monde qui… J'en sais rien, je ne sais pas ce que tu fais, mais et tu n'en es pas là. Mais si tout le monde te dit que ton truc, c'est pas bon, oui. C'est exactement la question précédente. C'est est-ce que tu as raison face à tout le monde ou est-ce que finalement tu te ranges à la vie générale? Et c'est super difficile, quoi. Donc, je ne pense pas que tu as enfoncé assez de portes aujourd'hui pour pouvoir dire tout le monde pense que mon produit ne marchera pas. Mais un matin, tu te réveilleras en disant merde, ça fait quand même 500 personnes qui voient mon truc et qui me disent que ce n'est pas bon. Si ce n'est pas ton cas, bah, tu vas trouver quelqu'un qui va dire que c'est bon. Et à 501e personne, je pense qu'il faut changer de projet. Ouais. Oui, non, après, voilà, sur la réussite, sur l'aspect innovant et donc au niveau du besoin auquel ça va répondre, je n'ai pas trop de doute, surtout que je travaillais avec le responsable innovation et développement de la Fédération française de la chaussure, qui lui m'a dit que le concept était vraiment dans l'air du temps et que c'était une innovation sans précédent dans le domaine de la chaussure. Mais c'est vrai que tant que je n'ai pas fait le prototype physique, c'est assez difficile. Tu as fait des chaussures pour les mains? Non, ça sera des chaussures avec un système de pièces amovibles où on peut personnaliser sa chaussure au jour le jour avec… pas les talons quand même. On peut aussi également changer la semelle, la hauteur des semelles. Donc actuellement, j'ai une paire de bottines pour les femmes et une paire de sneakers unisex en dessin. On va passer aux autres questions, Patricia, parce qu'il y a… Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Je ne suis pas le spécialiste de la chaussure, moi. Merci. Avec Ben, mais plein de bonnes choses à toi. Merci ne lâche beaucoup. rien. C'est comme France Gall. Au revoir, merci à tous. Salut. Au revoir. France Gall, on a les bonnes refs. On va prendre 2 dernières questions et ensuite on va clore ce chapitre. On a Jérôme Ferrier qui est avec nous. Bonsoir Jérôme. Bonsoir Jérôme. J'ai envie de faire de la radio. Oui, Jérôme. Il est là, Jérôme, il arrive. Est-ce que Jérôme, tu nous entends? Ouais, il faut qu'il mette son micro et sa caméra. Et me voilà, pardonnez-moi, excusez-moi parce que ça m'avait switché sur quelque chose. Déjà, merci beaucoup, Madame Barba, d'avoir fait tout ça. Déjà, je me suis régalé l'autre jour avec la réunion. Merci
beaucoup Monsieur Simoncini. Je vous suis aussi, j'aime beaucoup ce que vous faites. Alors moi, ça va être une question simple. Je suis pareil, sur un projet dans lequel je crois. Beaucoup de gens croient en moi. Mais Madame Barba, elle m'a fait une remarque l'autre jour qu'on m'a déjà fait. Ce que je souhaite faire, c'est créer une application, mais je ne suis pas du milieu on va dire, des applications de la tech. Je n'ai rien à voir là-dedans. Donc, j'ai compris qu'il fallait que je m'entoure d'un spécialiste. Et en fait, ma question, c'est celle-ci, c'est comment je pourrais motiver quelqu'un du milieu à rejoindre mon projet. C'est ça, en fait. C'est comme si je vous disais, je ne sais pas faire cuire un œuf, mais je vais monter un putain de restaurant. Qu'est-ce que vous me répondriez? Je vous dirais que je ne sais pas cuire l'œuf, mais je sais le vendre. Ouais, mais il faut surtout trouver quelqu'un qui le cuisine. Et oui, il me faut le chef. Voilà, et le chef, c'est compliqué pour lui d'aller travailler chez quelqu'un qui ne sait pas faire la cuisine. Donc, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure. Il faut arriver à convaincre quelqu'un que votre talent, c'est la vision, c'est l'idée, la vision, que vous allez avoir besoin de quelqu'un qui la réalise. C'est comme ça que ça démarre en général, les boîtes. C'est une rencontre, une société. Il y en a un qui est très bon en tech et l'autre qui est bon en commercial, ou un qui est bon en branding et l'autre qui est bon en gestion. Enfin, qu'importe. Personne ne sait tout faire tout seul. Mais franchement, dans le milieu des apps, c'est extrêmement compliqué. C'est vraiment, vraiment compliqué. Il y a peu de gens qui développent des bonnes apps. Il y a très peu d'apps qui marchent. C'est beaucoup de moyens, c'est beaucoup d'argent. Donc, j'ai investi dans des apps et je n'ai jamais réussi à y arriver non plus. Donc, franchement, c'est difficile. Une app, pour vous, c'est une idée. Tiens, j'ai une idée, je vais faire une app qui résout un problème. Ouais, mais non, ça ne marche pas comme ça. C'est extrêmement sophistiqué, c'est très technologique. Il faut beaucoup d'argent, il faut beaucoup de moyens, il faut beaucoup de temps, il faut beaucoup de chance. Donc, c'est vraiment difficile. C'est pas du tout gagné parce que vous avez une bonne idée. Il faut se méfier de la bonne idée dont on pense qu'elle va devenir une bonne boîte. Parce que vous pouvez gagner le concours Lépine avec une bonne idée. Vous avez inventé le tire-bouchon qui fait poète-poète et vous gagnez le concours Lépine. Mais personne n'a jamais vendu un tire-bouchon qui fait poète-poète. Bien sûr. Pour vous dire, parce que j'en parlais avec Madame Barba, je ne prendrai pas trop de temps. Il y a encore deux questions. Alors, on a encore deux questions. Alors, rapide. Jérôme. Tu as tout le caf. Je préfère que les autres alors posent leurs questions parce que j'ai eu ma réponse. Super. Et franchement, c'est très gentil et je vais profiter des deux autres questions. Merci beaucoup. Merci Jérôme. Merci beaucoup. Merci Jérôme. À bientôt. Infoe. Et alors, j'arrivais pas à savoir le prénom de Infoe. Mais je crois que Infoe, c'est le nom de sa marque. Oui, mais c'est pas, on va savoir, c'est mystérieux. Et après, il y a Maryse et on finira avec vous. Super question. Infoe, vas-y, à toi. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir Ruben, bonsoir Catherine, bonsoir Marc, enchanté. Moi, je suis Lalou, freelance illustrateur, DA, motion designer. Voilà, ça fait des années que je suis aussi je suis artiste, etc., que j'ai bossé énormément pour arriver un petit peu là où j'en suis aujourd'hui. Et ma question, elle est relativement compliquée et simple. Quel conseil pour monter un studio d'animation cartoon, c'est-à-dire de passer de freelance à monter une structure de studio d'animation? Voilà. C'est exactement pareil que quelqu'un qui fait des œufs brouillés le matin et qui décide que comme il les fait super bien, parce que c'est les meilleurs œufs brouillés de l'immeuble, il va monter un restaurant. Est-ce que tu seras plus heureux en ayant monté un studio ou est-ce que tu seras plus heureux en développant ton talent? Parce que quand ton studio, c'est que des emmerdes. C'est des gens, c'est des équipes, c'est de l'argent, c'est accepter des clients. Tu vois, et est-ce que ça te rendra plus heureux alors que toi, tu es artiste et tu as un talent, ce qui est une chance inouïe? Est-ce que finalement, tu seras plus heureux d'avoir les emmerdes d'un entrepreneur qui, eux, ne sont pas des artistes? Je ne suis pas sûr. C'est pas faux. Parce que la vraie question, c'est pourquoi tu monterais un studio? La question, enfin, la vraie motivation, c'est quoi? La motivation, c'est de pouvoir créer des projets, on va dire, que seul, je ne peux pas gérer vraiment. Et du coup, réunir, voilà, l'union fait la force. Donc, être plusieurs et réunir des talents pour pouvoir vraiment travailler sur des gros projets comme des gros films d'animation, des choses comme ça. Alors, la réponse est est-ce que tu es capable de t'entourer des talents dont tu viens de parler?
Ah, absolument. Mais Bah la alors, faut y question, aller. c'est mais par quel moyen je peux déjà commencer, on va dire, Le de projet, les ouais. réunir, quoi? Enfin, voilà. Bah, si tu les connais, s'ils sont d'accord pour te rejoindre dans un projet dont tu vas leur exposer la vision, bah, tu as déjà fait le premier pas de l'entrepreneur. C'est que tu vas Ouais. fédérer autour de toi des gens pour t'aider et pour avancer avec toi. Donc tu prouves que tu as une capacité d'attraction. C'est déjà énorme. Parce que si tu montes une société dans laquelle tu es seul, tu vois, tu vas revenir au point de départ, quoi. Ouais, Donc la vraie question, c'est t'en parles aux gens et si tu arrives à les embarquer dans ta vision, dans ton projet et dans ton aventure, bah, c'est que déjà, ouais. tu as un premier des 2 talents d'entrepreneur dont je parlais tout à l'heure. D'accord. Mais pour le OK, savoir, il OK. faut essayer. Ouais, exactement. Puis tu n'as pas grand-chose à perdre. Au pire, Bah, ma non. grand-mère, elle disait, tente-le, le nom, tu l'as déjà, hein. Bon, mais génial. Bah, merci d'avoir posé Super. ta question. C'est super sympa. Merci beaucoup. Et Merci, bonne soirée. Merci, chance Valérie. énorme de À poser les questions bientôt. à Marc. Et c'est Maryse, je crois, hein, avec qui on finit. Exactement, on a la dernière Merci beaucoup. Maryse. Avant d'accueillir Maryse, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut suivre tes actualités, Marc? Moi? Oui, tu as des réseaux sociaux? Ouais, bah, sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn. Eh ben, on peut aller suivre Marc Simoncini sur LinkedIn. Il y a Maryse qui va monter sur scène pour poser sa dernière question. Est-ce que C'est Maryse, cool. tu es là? Are you with us? C'est top. Et j'en profite en attendant pour dire que demain, on a 3 rendez-vous canons. Demain matin à 8 h, on a un atelier sur quitter le salariat pour les gens qui aimeraient faire le grand saut et larguer les amarres. À l'heure du déjeuner, on va parler d'impact. Quand on est une petite boîte et qu'on veut quand même avoir de l'impact, comment est-ce qu'on fait? Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas une option, je crois, et on en parle avec Arthur Aubeuf de Time for the Planet, Augustin Paluel-Marmont Et Maud Caillot. Maud Caillot. Et puis le soir, on a 2 super entrepreneurs que vous connaissez sûrement. C'est les fondatrices de la marque Bash, que les filles connaissent, et Chloé Hermary d'Adatech School qui vont nous parler des tout débuts, des fondations solides d'un business sain et qui grandit bien. Qu'est-ce qu'il faut voir au tout début à travers leurs yeux à elles? Ne manquez pas ces 3 rendez-vous, hein. Ouais, l'impact à midi. Vraiment, venez, ça va être beau. On a Maryse. Oui, je Bien suis sûr, là. bienvenue. Bonsoir. Bonsoir, merci de m'accueillir. Je suis ravie d'être avec vous et bravo à Catherine d'avoir créé cette belle idée, cette belle école en vie. Génial. Sympa. Et je précise qu'envie, c'est un mot-clé que j'ai mis dans mon profil LinkedIn. C'est un de mes mots de prédilection, justement. C'est chouette. Donc, on l'a ouais. choisi. Tu sais ce que ça veut dire, envie? Oui, c'est ensemble, vivre ensemble. C'est ça? Ensemble vers ma nouvelle vie d'indépendant. Ah oui. Ouais. Petit jeu de mots. Voilà. Bon, mais c'est canon. C'est mon mari qui a trouvé le nom. Bah, c'est super, en tout cas, bravo Catherine. Et puis, bah, je suis ravie d'avoir été sélectionnée. Donc, moi, je suis donc productrice d'événements musicaux. Je crée des spectacles que je propose aux entreprises et aux mairies. Le but de mon projet, c'est de faire rentrer aussi la musique en entreprise parce qu'il y a pendant très longtemps des freins sur le fait que faire de la musique en entreprise, ça ne faisait pas forcément bon ménage. Et aujourd'hui, voilà, ça fait 6 ans que j'ai monté ce business. J'ai l'impression de stagner, donc j'aimerais oser voir plus grand. Et donc la question que j'ai envie de poser à Marc, c'est connaître les étapes clés justement pour viser grand son business et surtout oser. Parce que là, tu fais ça toute seule? Oui, alors en fait, j'ai lui qui sélectionne les artistes quand on crée un spectacle. Mais sinon, je gère tout dans mon entreprise. Je fais l'administratif, je fais le commercial et je fais aussi la communication. Ouais. C'est toujours pareil. Est-ce que c'est un besoin impérieux de grossir? Alors, le besoin impérieux de te débarrasser de la comptabilité, de l'administratif, je crois qu'on l'a tous. Donc, la première étape, peut-être déjà, c'est de trouver quelqu'un qui te débarrasse de ça pour que tu fasses d'abord ce qui te rend heureuse. Je doute que ce soit la déclaration URSSAF et qui te permettent de faire ton vrai job et d'exprimer ton vrai talent. Donc, la première étape, tout en restant raisonnable, ce serait peut-être déjà d'essayer de s'entourer de quelqu'un pour t'aider sur ces sujets-là. Après, en faire une vraie boîte avec des gens recrutés, c'est se rajouter des couches et des couches de stress, de soucis, mais c'est aussi exaltant parce que ça peut devenir une jolie société. Mais ça, il n'y a que toi qui le sais.
je vais répéter ce que j'ai dit tout à l'heure, mais quand les gens me disent j'aimerais bien réussir, la première question que je leur pose, c'est quoi pour toi réussir? Ça a coupé, je n'ai pas entendu, Marc, excuse-moi. La première des choses que tu dois te demander, c'est si tu veux réussir, la réponse, c'est quoi pour toi réussir? Est-ce que c'est d'être gros? Est-ce que c'est de continuer à être libre? Est-ce que c'est de ne pas trop avoir de soucis? Est-ce que c'est d'être riche? J'en sais rien, moi. Mais grossir pour grossir, ce n'est pas une réponse. Non, en fait, moi, ce que je voudrais, c'est qu'aujourd'hui, je fais 100 000 € de chiffre d'affaires et je juge que ce n'est pas suffisant par rapport à l'énergie que je déploie. Donc, j'aimerais c'est quand pas même… suffisant, mais tu dis pas c'est une catastrophe. Tu dis c'est pas suffisant. Oui, donc, peut-être que si tu as quelqu'un qui te libère un tiers de ton temps, tu vas faire 150 000 ou 200 000 € et là, tu diras c'est suffisant et je suis très bien comme ça et je suis heureuse. Maintenant, si ton but, c'est de gagner 5 millions d'euros, là, c'est pas pareil. Mais tu vois, c'est pas la même chose de dire c'est pas suffisant, de dire c'est une catastrophe. C'est pas ce que tu as dit. Non. Moi, je suis pas pour pousser les gens à essayer de devenir gros parce que souvent, les gens deviennent malheureux. C'est pas forcément une bonne chose de grossir. Hein. Non, oui. Mais c'est très personnel, c'est très personnel. Non, mais je te rejoins sur cette partie-là. Je ne cherche pas à être aussi gros au niveau du chiffre. Par contre, je pense qu'en effet, je cherche une diversité. C'est qu'aujourd'hui, je propose des spectacles vivants, mais j'ai tendance à vouloir aussi proposer un nouveau service qui est la conférence musicale, qui me permettrait justement de rentrer plus facilement dans les entreprises. Parce qu'une entreprise, quand elle fait un séminaire, en général, ils prennent toujours des conférenciers. Et vendre un groupe pour une entreprise, c'est difficile. Il faut se bagarrer, il faut vraiment instaurer un certain climat de confiance avant qu'ils disent oui. Alors qu'une conférence, finalement, ça serait un peu mon cheval de Troie. C'est pas mal, mais ça, peut-être qu'avec une personne et demie, tu vas y arriver. Donc, essaye de te mettre dans cette configuration-là. Non, mais j'ai déjà l'expert comptable quand même, hein, je précise, j'ai un expert comptable. Oui, non, mais… je sais, je me doute, mais tu passes pas 100% de ton temps à prospecter tes clients et à passer ton énergie. Ou quelqu'un qui gérerait la prod pendant que toi, tu vas chercher des clients et tu convaincs les entreprises. Enfin, voilà, c'est trouver là où tu perds ton temps et là où tu pourrais mieux l'utiliser. Voilà. Et embarquer quelqu'un dans ton aventure en disant, toutes les deux, ça va être formidable, toi, tu vas faire ça, moi, je vais faire ça. Et quand on va faire 1 + 1, ça fera 4. Bon, mais c'est super. J'espère que ça t'aide, Marine. C'est sympa. Merci d'avoir posé ta question. Ruben, je crois que c'est la fin. C'est la fin. Merci beaucoup. C'était beaucoup trop bien. Moi. Merci, c'est tout. Merci Marc pour ces paroles pleines de sagesse, en tout cas. Ouais, c'est super. C'est super clair et c'est très. Je pense que tout le monde a trouvé son compte. On a eu plein de messages super sympas dans le chat. On vous envoie le replay demain ou ce soir, d'ailleurs, dès qu'on peut. Et Marc, tu es toujours le bienvenu chez Envie. Merci beaucoup, puis bravo et bonne continuation à tous. Merci. Vous pouvez aller suivre Marc directement sur LinkedIn pour ce qui est d'Envie. Merci beaucoup, Marc. Merci. Et d'Envie, demain à 8 h, on a une conférence sur quitter le salariat avec Valentin Tardif, Claire Ravu, Inde et Lidrissi. Pour s'inscrire, c'est directement sur envischool.com. Puis, on suivra à midi avec une deuxième conférence au sujet du challenge de son impact avec Maud Caillot, Arthur Opeuf et Augustin Paluet-Marmont. Pour finir à 18 h, on aura par où commencer pour décoller avec les fondatrices de Bâche et Chloé Hermani. Merci à tous d'avoir été Hermari. Hermari? Oui. Ah, je me suis trompé. C'est ça. Donc, demain matin, c'est ça, quitter le salariat. Enfin, comment fait-on? Ouais, et puis surtout, voilà, à quoi il faut être attentif. Et on a aussi invité Inde et Lidrissi. C'est ce que j'allais dire. Elle est incroyable. J'ai rencontré, je crois, qu'il y a 6, 7, 8 ans, je crois. Elle est toujours aussi incroyable. Elle est incroyable parce qu'elle te donne des informations ultra précises, notamment sur la protection sociale, qui est un vrai sujet. C'est ça. Ouais. Donc, c'est canon. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Catherine. T'as été super. Merci à toi, Ruben. J'espère que ça a fait le boulot. J'espère que tout le monde s'est amusé. En tout cas, vous pouvez aller retrouver toutes les news d'Envie sur Envie. Passé un bon moment. N'hésitez pas à nous retrouver, qu'on se retrouve dans le chat, qu'on se retrouve après sur LinkedIn. Soutenez-nous, quoi. Nous, on est petits, on a besoin de vous. Ajoutez Catherine sur LinkedIn. Ajoutez-la sur LinkedIn, absolument. Allez la suivre, commentez avec son contenu. J'adore ces petits formats-là, tous ensemble. Hein. Et ouais, dis donc, la voix de Ruben, ça ne vous donne pas des petits frissons parce que nous, un peu quand même. Je vais faire de radio, je vais lancer une web radio. Merci Karine et Rachel, mes cofondatrices Chérie et Charlotte, et à vous tous. On n'a pas remercié la régie, c'est vrai.
Merci beaucoup, Karina Rachel. Allez, Merci. ciao. Ciao. À Merci. demain, tous. À demain. À demain.